Donc, pour introduire un peu le sujet, bon, les invasions d'écrevisses, c'est un problème global. Tous les continents sont touchés, à l'exception de l'Australie. On sait que donc c'est principalement des écrevisses d'origine américaine qui posent des problèmes d'invasion. Elles ont de très fortes capacités de dispersion. Elles ont la capacité, comme toutes les écrevisses, de se déplacer à sec. Donc, ça peut être des linéaires très importants. L'écrevisse de Louisiane, dans le delta du Guadalquivir, a été radiotraquée. De mémoire, c'était 16,5 km en 5 ou 7 jours, dont la moitié du linéaire à sec. L'écrevisse de Californie peut faire 4 km à pied sec. Et l'écrevisse à pattes blanches, quand même, 1,8 km. Donc ce sont des espèces généralement qui ont une reproduction très importante et qui vont résister à des conditions difficiles. La photo du centre, c'est une écrevisse de Californie dans mes bassins qui a été congelée. J'ai enlevé le bloc de glace, elle est repartie. Globalement, d'un côté, on a des avantages. C'est les protagonistes des... Je provoque un peu, hein, il faut bien. C'est une manne alimentaire pour les oiseaux, pour la loutre, pour certains poissons, pour certains humains. Sachant que j'arrive pas à retrouver trace, mais sur certains oiseaux, a priori, ça pose des problèmes de déséquilibre alimentaire à terme, notamment avec une surcalcification des œufs. J'arrive pas à retrouver la trace, mais je l'avais vu quelque part. Dans certains cas, c'est une manne financière, vente de cartes de pêche dans certains secteurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de canne à pêche, ils pêchent que les écrevisses, notamment la californienne. Et pour la pêche professionnelle. Donc il y a des conflits d'intérêts entre les écologistes d'un côté, on va dire, et ceux qui veulent plus un usage pécunier de la chose. Et ça, c'est pas facile à concilier, mais aussi des inconvénients non négligeables qui l'emportent, selon moi, sur les avantages. Donc des déséquilibres biologiques qui sont avérés, on a commencé à en parler, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais on a une modification importante de la chaîne alimentaire, une prédation importante sur énormément de compartiments des écosystèmes, que ce soit végétaux ou animaux. On peut avoir on a très fréquemment des extinctions d'espèces plus ou moins localement, donc soit par la prédation directe, soit par la transmission de pathologies. Frédéric en a parlé et puis Nicolas aussi. Donc sur les espèces européennes et des impacts de prédation sur les insectes, sur les amphibiens, sur les poissons, qui, selon les espèces, selon les milieux, s'expriment de façon plus ou moins importante et pouvant aller jusqu'à une réduction de l'activité halieutique. C'est ce qui a été observé en Écosse, dans la région du Loch Ken, où l'écrevisse de Californie a envahi littéralement les milieux et où il y a moins de poissons, donc il n'y a pratiquement plus d'activité halieutique sur certains secteurs. Donc je vais vous présenter quelques cas particuliers que j'ai suivis de plus ou moins loin, on va dire, sur des méthodes de lutte. Alors moi j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur la lutte biologique, donc la stérilisation des écrevisses mâles dans un but d'éradication au départ. Donc on sait que ça fonctionne avec les insectes, pourquoi pas avec les écrevisses. Il a été fait des essais sur Procambarus clarki à l'aide de rayons X en Italie. A priori, ils n'ont pas pris en compte le fait que la Procambarus clarki en fait a un réceptacle séminal et donc elle pouvait avoir du sperme stocké en amont des tests. Donc c'est pas sûr que les tests soient valables, j'ai pas retrouvé de traces de ça. Mais dans le cas des astacidés, donc il y a deux grandes familles d'écrevisses, je vous la fais court, les européennes et les américaines, sauf qu'au milieu des américaines, il y a l'écrevisse de Californie qui elle aussi est un astacidé, comme les européennes. Donc il y a une seule reproduction annuelle, strictement calée sur le rythme des saisons et qui est relativement condensée en période. Donc on peut avoir, de manière phénologique, à un moment donné, tous les individus au même stade de développement ou presque. Donc j'ai pu prouver l'efficacité de la stérilisation en bassin. Et pour appliquer ce protocole dans le milieu naturel, on va se baser sur le principe que les mâles dominants et les plus gros sont plus agressifs. Donc ils vont avoir une chance de mutiler les femelles lors des accouplements et de, non, en théorie, saturer le milieu stériliser, donc empêcher les femelles avec lesquelles ils s'accouplent de se reproduire. Sauf que ça, c'est bien sur le papier, mais dans le milieu, on n'arrive jamais à capturer suffisamment d'écrevisses. Donc l'efficacité du protocole, on n'est pas arrivé à ce qu'on escomptait, mais on se basait sur une déstabilisation du sexe ratio et de l'équilibre des tailles de manière à augmenter les mutilations et essayer euh, d'occuper l'espace par des mâles stériles. Donc, on a fait un protocole expérimental avec encadrement du CNRS sur le ruisseau de la Foux, dans le parc national des Cévennes.
Donc il y avait présence de l'écrevisse de Californie et de l'écrevisse à pattes blanches. Donc quelqu'un a introduit de l'écrevisse de Californie non porteuse saine de la peste de l'écrevisse sur un cours d'eau où il y avait encore de l'écrevisse à pattes blanches. Et petit à petit, cette écrevisse de Californie a commencé à gagner et à repousser les pattes blanches vers l'amont, entre guillemets. Alors repousser, c'est un bien grand mot parce que la population ne bougeait pas beaucoup. Par contre, la progression de l'écrevisse de Californie, elle, était avérée en empiétant sur la population d'écrevisses à pattes blanches. Et c'est là où je disais tout à l'heure qu'on observait très clairement un taux de mutilation très important chez les écrevisses à pattes blanches sur la zone de confrontation entre les deux espèces. Donc là, on a fait aussi des CMR pour évaluer nos actions dans le cadre d'un protocole scientifique relativement poussé, où pour éviter de mutiler les écrevisses à pattes blanches, on les a marquées seulement avec des numéros collés. Et par contre, sur les écrevisses de Californie, on a fait un marquage qui était à valeur pluriannuelle, si je puis dire, en implantant des puces électroniques, des pit tags, sous la carapace, de manière à avoir notre suivi sur les 6 années de l'expérience. Avec des suivis de la croissance, des déplacements, de la survie. Donc ça a été très important, on a pu déterminer des taux de survie sur les populations, sur les espèces. Donc pour illustrer un petit peu, quelques photos. Donc on a empêché à un moment, on a voulu forcer la concentration de mâles stériles à l'amont, donc on s'est servi des mâles de l'aval. Et pour ça, on a cloisonné la station, non pardon, c'est l'inverse, on a cloisonné la station en mettant des petits bouts de tôle sur les 2 seuils notables du ruisseau, de manière à couper notre station en deux pour pas qu'on ait des déplacements d'écrevisses au travers de ces seuils. Et là, on voit, malgré donc les seuils qui font 70 cm sous le pont et un bon mètre 20 pour l'autre, les écrevisses passaient au travers des seuils. Ça a pu être établi par nos suivis individualisés par les pit tags. Et on voit sur la photo de droite une nasse expérimentale qui a été testée sur les 2 dernières années, où on avait pour augmenter les taux de capture, on a mis en place des nassages spécifiques. Donc je vous ai mis les graphiques pour illustrer un petit peu, mais schématiquement, on a considérablement augmenté les taux de capture quand on est passé avec les NAS, notamment parce que les individus qu'on avait capturés en capture visuelle au départ ne se laissaient pas recapturer en capture visuelle, ils nous entendaient arriver vraisemblablement, et dès qu'on a mis les NAS, on est arrivé donc à faire grimper nos taux de survie et nos efforts de capture. Et par contre, on voit que le taux de mâles stérilisés plafonne tout le temps, on n'arrive pas à faire grimper ce taux. Donc on n'a pas d'efficacité à cause de ça. Sur la population d'écrevisses à pattes blanches, on a observé une baisse des 2/3 à peu près sur la durée du suivi, mais il faut relativiser du fait des intervalles de confiance. C'est toute la subtilité des estimations de densité, on a toujours des intervalles de confiance, et qui sont, plus l'échantillonnage est difficile, plus les intervalles de confiance sont importants. Donc visiblement on a eu une baisse, mais il faut aussi voir qu'on a eu des crues morphogènes qui ont modifié l'habitat, la population d'écrevisses de Californie qui est remontée. Ça fait beaucoup de facteurs à prendre en compte et on ne peut pas tout quantifier, si je puis dire. Donc en résumé, de 2009 à 2014, on a stérilisé 824 mâles qui ont été remis à l'eau. Donc on a tué 9780 écrevisses de Californie au total. Ça représente un total de 56 passages sur la station, chaque fois avec des binômes, à peu près 200 nuits hommes, donc le Parc national des Cévennes, l'ONEMA à l'époque, la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique et des bénévoles qui ont participé. Ça représente à peu près 90 nuits et journées pour moi. Et l'évaluation scientifique du protocole, c'est à peu près 50% du temps passé. Donc la stérilisation est insuffisante. Le protocole qu'on a testé au début était moins standardisé que celui que j'ai développé après en cours d'expérimentation dans les bassins. Donc on avait à peu près 50% d'échecs sur la stérilisation, alors que là on l'a réduit à 10-12. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Le taux de stérilisé est beaucoup trop faible. Ça représente un investissement temporel extrêmement important. Donc on a conclu à l'impossibilité d'éradication dans ces conditions. Et est-ce qu'on pourrait améliorer les captures, notamment avec un sujet que je ne vais pas développer là parce que j'en ai pas le temps, mais je travaille en parallèle maintenant sur le développement de NAS automatisé qui permettrait de réduire le temps agent sur les relèves, sur le réappâtage, parce que c'est extrêmement chronophage. Là, pour poser 20 NAS sur 600 mètres de cours d'eau, avec la relève, la biométrie, c'est 3 heures par jour pour choper quelques dizaines d'écrevisses.
Donc, je vais parler du suivi écrevisse réalisé par le syndicat mixte de bassin Rance-Célé, mais qui a changé. Maintenant, c'est l'autre médian, c'est ça? J'avais préparé la diapo avant que tu. Euh, donc, ouais, j'ai mis le bon logo, mais j'ai pas rechangé le titre. Donc, depuis une dizaine d'années, chaque année, des suivis des linéaires colonisés par l'écrevisse à pattes blanches et l'écrevisse de Californie sont effectués. Il a été observé une régression des APP de 70% des cours d'eau, ce qui représente à peu près 90% du linéaire. Donc c'est ce qui illustrait tout à l'heure ma petite remarque sur les données Rhône-Alpes, Auvergne. C'est qu'en termes de linéaire, c'est exponentiel quasiment par rapport au nombre de sites. Une progression forcément des écrevisses de Californie sur toutes les basses vallées, ou presque. Constat de disparition de population d'écrevisses à pattes blanches, avec soit des cas de prédation compétition par l'écrevisse de Californie, donc avec une disparition progressive ou une réduction drastique des linéaires ou des effectifs, et des cas d'aphanomycose avérés par analyse, et d'autres très très fortement suspectés de par les constats cliniques, c'est-à-dire que d'une année il y avait une forte densité, et l'année d'après il n'y a plus rien sur des kilomètres ou des centaines de mètres. En 2017, ça s'est conclu par la pose de 9 ouvrages sur cette cours d'eau pour limiter la progression des écrevisses de Californie vers l'amont. Donc voilà la carte fournie par Pierre-François Prévitali là, où ça illustre donc en rouge l'écrevisse de Californie, en vert l'écrevisse à pattes blanches, sachant que si on prend les données anciennes, c'est 80%, 80-90% du linéaire qui était colonisé par l'écrevisse à pattes blanches, ce qui est le cas dans énormément de bassins versants, massif central au sens large, hein, pour la faire courte. Donc ça a été principalement le confortement de barrières physiques existantes, sauf sous un pont où le radier était absolument sans la moindre dénivellation, où là on a créé une dénivellation, mais où le poisson peut encore passer. C'est-à-dire que la dénivellation est vraiment spécifique, c'est un nez de marche qui fait que l'écrevisse va buter sous le seuil, alors qu'un poisson, du fait de l'écart de hauteur, pourra sauter. Alors à l'exception évidemment des tout petits poissons, mais c'est vrai que pour la truite, ça pose pas de problème. Et puis sur certaines buses, on a équipé, là il n'y a pas la photo, je ne sais pas si le schéma ici on le voit mieux à l'écran. En fait, dans les buses, il y a aussi une autre technique qui consiste à prendre une tôle cintrée et à la mettre à mi-chemin de la buse, donc à créer une marche interne. Donc ça réduit très légèrement le gabarit hydraulique, c'est très rapide à poser, mais ça permet de rendre la buse vraiment totalement étanche au déplacement des crevisses vers l'amont. Ces seuils peuvent être aussi utilisés à d'autres usages, notamment pour un sauvetage de population en cas d'aphanomycose. C'est comme l'a expliqué Frédéric tout à l'heure, en cas de contamination par l'aval, parce que quand ça arrive par l'amont, ben, on n'a que nos yeux pour pleurer, c'est tout réglé en très peu de temps. Les écrevisses contaminées vont chercher à remonter. Et si le seuil, les différents seuils sont potentiellement franchissables par les écrevisses même contaminées, bah, la mortalité va remonter jusqu'à la dernière écrevisse et éradiquer la totalité de la population. Donc, devant la mortalité violente et totale qui a eu lieu sur le Grozon en 2009, on a équipé en une semaine 2 ouvrages sur 2 affluents, puisque sur le cours principal, on ne trouvait pas de contextes locaux favorables. Et là, on a eu sur un des ouvrages, celui qui est placé sous une grosse route, avec un gros seuil béton dessous, on est arrivé à stopper la mortalité sur cet affluent-là. Donc l'ensemble du linéaire aval a été complètement détruit, et sur l'affluent aussi, l'autre affluent aussi, donc 7 km de population détruite en quelques semaines. Par contre, ça s'est maintenu sur le ruisseau des Vernes, et cette population a réessaimé. Donc 2010-2011, elle a commencé à essaimer sur le Grozon. 2014, on avait début juillet, on avait un constat d'1 km 300 de recolonisation sur le Grozon, dont 200 mètres à l'amont de la confluence, donc c'est dire si c'était dynamique. Et par contre, en septembre 2014, chou blanc, plus rien. Et là, c'est un collègue qui passe et me dit, mais je ne comprends pas, je vois rien. Tu m'as dit qu'il y en avait plein, je ne vois rien. Et là, en cherchant un peu mieux, 2 cadavres qui ont été analysés, population anéantie par la phénomycose. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pont a été refait. Absolument aucune préconisation sanitaire sur le chantier. Alors, on n'est pas sûr à 100%, sauf qu'en menant l'enquête, on se rend compte que ce pont a été réalisé par une entreprise basée sur un bassin versant voisin où il y a de l'écrevisse de Californie porteuse saine.
qu'ils ont amené des engins qui ont barboté dans l'eau de ce cours d'eau-là quelques jours avant. Une pompe qui a pompé cette eau-là, du béton qui est arrivé d'une centrale à béton qui puise dans la nappe d'accompagnement de l'Eyrieux à quelques mètres de la population d'écrevisses de Californie porteuses, que du béton a été lavé, que du matériel a été lavé à l'aide des cuves, des toupies de béton à proximité du cours d'eau, donc il n'y a pas eu d'impact sur les truites avec la laitance ou quoi, mais on observe très clairement qu'il n'y a plus aucune écrevisse à l'aval. Donc, on va faire de l'ADN environnemental sur, sur cette eau-là pour vérifier si elle est contaminante, mais toujours est-il que on est arrivé à redétruire une population extrêmement rapidement. Est-ce que c'est un castor qui remontait un pêcheur? On ne sait pas, mais c'est concomitant. L'inventaire, le constat de reprise de population, je l'ai fait 5 jours avant le démarrage du chantier. Et 5 jours après achèvement du chantier, mon collègue est passé et il n'y avait plus de population. Donc c'est un petit peu... Voilà. On a de fortes suspicions quand même. Donc un autre site sur le ravin de Belioux, donc dans le parc naturel régional du Verdon, où un suivi pluriannuel avait été effectué. Entre 2013 et 2016, on avait observé 600 mètres de population d'écrevisses à pattes blanches en plus, donc ce qui est vraiment une très très belle colonisation en l'espace de 3 ans, principalement lié à l'arrêt d'un captage d'eau potable qui a remis de l'eau dans le cours d'eau, du coup, a priori. Par contre, on a aussi observé une remontée de 300 mètres de la population d'Orconectes qui est présente dans le lac d'Esparon à Laval, qui est porteuse saine de la peste d'écrevisse. Donc il y a eu une décision d'aménagement de 2 seuils en 2017 pour éviter que l'Orconectes remonte sur la population d'écrevisses à pattes blanches. Le seuil initialement retenu a été annulé puisque la population avait pris 300 mètres. Donc on s'est reporté sur 2 autres seuils. Mais le temps de la mise en place, on est arrivé à poser les ouvrages en 2018. Sauf que quand on est arrivé, on a posé le premier ouvrage qui était à l'amont, sur un seuil physique de passage à gué. On va pour poser le deuxième, et puis par curiosité, je jette un coup d'œil à l'aval, un cadavre. Position caractéristique de la phanomycose, machin, donc on met tout en stand-by. On va voir à l'aval, on trouve une demi-douzaine de cadavres. Donc la phanomycose était arrivée au niveau du seuil où on travaillait. On a quand même pris la décision d'équiper, puisqu'on était là, tout était prêt. Pendant 3 semaines derrière, il y a eu un suivi hebdomadaire. Pas d'observation de cadavres à l'amont, donc on pense que ça a réussi. Et là, du fait des pluies, ce printemps, le suivi qui a été réalisé n'est pas objectif, donc ils n'ont pas vu d'écrevisses avant-hier soir sur le cours d'eau à l'amont, mais du fait des niveaux d'eau et des conditions hydrologiques, on ne peut pas être sûr à 100% du résultat. Voilà, donc là c'est la carte pour illustrer un petit peu les développements de population. Donc les linéaires noirs au milieu du vert, c'était la présence d'écrevisses en 2013. Et en 2016, vous voyez un peu l'expansion de linéaire, c'est impressionnant. C'est 1 minute, c'est ça? Donc, pour parler aussi d'une brigade écrevisses qui a été créée par le parc naturel régional de la Brenne. Donc, ils ont découvert l'écrevisse de Louisiane le 13 juillet, un vendredi, 13 juillet précisément. Je pense que je ne l'ai pas remis là, mais je trouvais ça symbolique sur leur première diapo. Ils ont monté un comité de pilotage rapidement, testé des NAS, fait un voyage d'études en Brière, créé un film La Peste Rouge, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est assez catastrophe, mais voilà, pour la sensibilisation, je trouve qu'il a quand même une très bonne vertu pédagogique. Ils ont créé une brigade écrevisse qui permet de faire de la lutte, du diagnostic et de la veille sur le territoire, de la sensibilisation et de la communication, mais aussi des opérations de recherche sur couplets, poissons, prédateurs et piégeage. Donc là, pour illustrer justement une de leurs diapos, où sur ce plan d'eau, cet étang, ils ont mis du piégeage intensif plus des poissons prédateurs. Et donc, quand ils mettent que du piégeage intensif, ils observent au bout de 4-5 ans une réduction des effectifs capturés. Et avec poissons prédateurs, c'est plutôt au bout de 2 ans, comme le montre le graphique. Avec des quantités d'écrevisses relativement hallucinantes. Ils ont chopé, on va le voir un peu plus loin, mais c'est des centaines de milliers d'écrevisses. Après, là, comment dire, ils arrivent à capturer aussi des femelles grainées. Voilà, il y a un fort effort de capture qui est réalisé, mais c'est une régulation. On n'arrivera jamais à l'éradication, surtout sur les crevisses de Louisiane, par de la capture comme ça.
Donc en bref, ils ont 190 étangs sur 481 qui sont diagnostiqués. 190 étangs où l'écrevisse de Californie, de Louisiane est présente sur les 481 qu'ils ont diagnostiqués. Ils ont un piégeage soit par la brigade avec accord du propriétaire, soit par le propriétaire ou le garde avec une convention pour le prêt de NAS. Donc ils ont 65 conventions sur 150 étangs, donc ce qui leur économise énormément de temps, puisqu'ils ne piègent que une quarantaine d'étangs. Ils ont capturé 800, alors tout cumulé, toutes les données sont remontées, 822 000 écrevisses capturées depuis octobre 2009. Sur certains plans d'eau, ils ont une réduction des captures. Alors attention, c'est pas forcément de l'effectif, c'est des captures de 95% en 9 ans. Et quand il y a les introductions de poissons carnassiers, c'est 80% en 4 ans. On est sur de la limitation, mais pas de l'éradication. Et leur brigade écrevisses, ça les occupe à peu près. Donc ils ont 4 personnes toute l'année, mais ça leur occupe à peu près 2 équivalents temps plein entre toutes les missions qu'ils ont sur les espèces exotiques envahissantes. En conclusion, on peut dire que l'éradication est impossible en milieu naturel. Pour l'instant, on n'a pas assez d'efficacité de capture ou de destruction ou de stérilisation, enfin, selon les méthodes. Après, je ne vous ai pas parlé d'autres méthodes de comblement, de chaulage, de concassage des berges, d'électricité pulsée. Voilà. Les explosifs, on a essayé, ça ne marche pas. Voilà. Il y a eu d'autres choses, mais voilà, j'avais pas le temps de parler de tout. On sait que la limitation physique est possible s'il n'y a pas d'autres introductions à l'amont, c'est ça le gros souci. Des sauvetages de population sont possibles, mais c'est un effet en cas d'aphanomycose, mais c'est un effet temporaire. Il faut une rapidité d'action et il y a un risque de recontamination. Voilà, d'autres introductions, déplacements, contamination. Et le piégeage de régulation comporte un investissement très important et constant, mais n'atteindra jamais l'éradication. Je vous remercie. Bravo Théo, merci beaucoup. On a le temps de prendre quelques questions. Martine Guilmet, Fédération de pêche de l'Aveyron. Je voulais savoir si tu avais une idée de la capacité de colonisation moyenne de l'écrevisse signal sur une année ou sur une période d'études. Entre 30 mètres et 3 km. Voilà, ah ouais, d'accord. Par an. Oui, d'accord. Et par rapport aux facteurs autres que les ouvrages, est-ce qu'il y aurait des facteurs environnementaux qui faciliteraient cette colonisation ou pas, au contraire? Parce que nous, on a des cas, par exemple, dans l'Aveyron, où on a l'axe principal qui est colonisé par l'écrevisse signal, et on a des affluents sans obstacle avec de l'écrevisse à pattes blanches. Et a priori, depuis plusieurs années, il n'y a toujours pas de signal. J'aimerais qu'il y ait des programmes de recherche là-dessus. On a commencé à travailler sur un cours d'eau normand. Sur le plan d'eau présent en tête de bassin, il y a de l'écrevisse signal depuis plus de 25 ans. Il y a eu une pêche il y a 20 ans de l'étang où ils ont ouvert les vannes sans se poser de questions. Donc des centaines d'écrevisses se sont barrées dans le cours d'eau. Il y a de la patte blanche à l'amont, à l'aval sur ce cours d'eau-là. Il n'a jamais été observé d'écrevisses de Californie dans le cours d'eau. Les 3 seuls qui ont été trouvés, c'était des cadavres, juste à l'aval du rejet de l'exutoire. Cadavres sans lésion physique. L'encagement d'écrevisses de Californie pendant 2 mois n'a pas donné de résultats probants dans le cours d'eau. Et par contre, on constate une armée d'anguilles dans l'exutoire, donc qui régule considérablement la dévalaison, mais qui ne peut pas exclure qu'il y en ait qui passent. Et au bout de 25 ans, voilà, des cas comme ça, il y en a ceux que tu cites, 2-3 autres, mais très peu. Dans le pays de Gex aussi, il y a une population d'écrevisses de Californie. Là, c'est plus étonnant que ça encore. Elle ne descend pas à l'aval d'un point. Ça fait au moins 10 ans qu'elle est stationnaire, elle ne passe pas un point à la dévalaison, alors que la population est dense. Donc là, bosser sur des caractères environnementaux, composition physique, physico-chimique de l'eau, ça pourrait avoir des intérêts quand même. Parce qu'on sait que sur les populations d'écrevisses à pattes blanches, on a des secteurs où c'est limité par la composition physico-chimique, par des entrées de sources qui amènent certains oligo-éléments, des choses comme ça. Aurélien Madevon, syndicat Véroson dans le Puy-de-Dôme. Du coup, juste, tu as dit que tu n'en parlais pas, mais moi je suis quand même curieux. Sur des assecs d'étang, est-ce qu'on a quand même des retours d'expérience réels? Combien de temps? Parce que j'ai entendu dire, moi, que les clarkies étaient capables de résister pendant 2 à 3 ans dans des trous d'eau sans eau vraiment à proximité. Alors, est-ce que ça c'est vrai ou pas?
Et puis, deuxième petite question par rapport aux aménagements qui empêchent le franchissement des obstacles. Est-ce que c'est vraiment, vraiment efficace quand on a juste une tôle sur une buse avec des berges de 50 centimètres, puisque les écrevisses peuvent passer en dehors de l'eau, donc voilà. Donc étang et aménagement. Ouais. Alors sur les aménagements, bah, c'est lié au contexte local. C'est-à-dire quand c'est juste une buse comme ça, enfin au milieu d'un champ, allez, ça dissuade le temps de réfléchir à la limite. Ça peut servir dans un cas anti-aphanomycose par exemple, mais sur de l'espèce, surtout sur la passif. Voilà. Quand c'est au milieu de rien, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, hein. Il faut généralement avoir un pont. Là, en fait, la photo, elle est relativement dézoomée. On a des fronts enfin, un front érosif assez important sur les côtés. Et cet affluent-là, en fait, on l'a protégé juste pour dire qu'on le protégeait, parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir. On a protégé de manière beaucoup plus sérieuse les deux autres affluents, en fait. Celle-là, c'est juste qu'en étant là, ça nous coûtait 50 € de plus de mettre une bavette en inox, à dire, bon, là, on calme le jeu, mais c'est vraiment sur les autres où on concentrait notre effort. Et sur les étangs, donc c'est Marc Collat dans le secteur nord-est de la France qui a pas mal bossé là-dessus. Il y a eu des vidanges où quand on chôle l'eau résiduelle au fond, quand on passe au concasseur à cailloux les berges, ils sont arrivés à des éradications. Ouais, ouais, pelle de 25 tonnes, concasseur et 2 mètres. Ça marche. Après, voilà, tout dépend des enjeux, tout dépend. Si on est dans un bassin versant où il y a déjà 70% du linéaire colonisé par l'écrevisse de Californie, on n'est plus à ça près. Quand on est, enfin, j'ai eu des discussions à l'époque avec des chercheurs écossais. Eux, sur un territoire immense, ils ont 2 km de ruisseaux contaminés par l'écrevisse de Californie, si je peux dire. Là, ils se posent sérieusement la question. C'est-à-dire que 2 km de cours d'eau, on les flambe en 3 ans, ça revient schématiquement en étant un peu brut de décoffrage. Par contre, ils savent très bien que dans la région du Logken, il y a de l'écrevisse de Californie, ils ne peuvent plus rien faire. C'est fini. Donc voilà, où est-ce qu'on place le curseur après en termes d'intervention, sachant que sur des plans d'eau, lorsqu'on a une lentille résiduelle, on peut clôturer, concentrer en lentille résiduelle. Et là après, on a soit le cholage, soit s'il y a des, selon comment se portent les arrivées d'eau, on peut aussi passer sur l'eau chaude. Je pense qu'il y a des effets à faire avec des chaudières horticoles qui ont des très très grosses puissances de chauffe. Et l'écrevisse, forcément, quand on chauffe l'eau, elle cuit, mais avant de cuire, en fait, ça lui fait un choc anoxique, puisqu'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. Plus on augmente la température, moins il y a d'oxygène dissous. Et comme elle a un mauvais taux de récupération de l'oxygène dans l'eau, moi j'ai fait ça dans mes bassins pour essayer à 35 degrés. On voit des petits points rouges qui s'allument au fond. Je voulais juste discuter un petit peu des préconisations de gestion en phase chantier, en fait, pour éviter ce genre d'accident par rapport à l'origine, je sais pas, des engins. Des engins, de la phanomycose potentielle, ouais. Et ben depuis ça, donc il y a eu 2 chantiers. Enfin, moi j'ai administré 2 chantiers où il y a eu des mesures de désinfection drastiques sur les engins. Donc on est arrivé à faire passer ça, notamment dans le Vercors, sur un chantier où il y avait un arasement de seuil pour permettre à l'écrevisse à patte blanche de remonter. Et donc le chantier a été géré pleinement sur limiter les MES en phase chantier et désinfection du matériel et des opérateurs, donc avec une désinfection à la mise sur chantier des engins par mes soins et après du matériel fourni aux agents de l'entreprise de TP pour qu'ils redésinfectent systématiquement et plan de contrôle sur l'approvisionnement du matériel. Donc moi j'ai demandé systématiquement de partir avec du matériel neuf pour les tuyaux, de ne pas ramener des choses qui avaient été en contact avec d'autres cours d'eau pour limiter les risques. Après c'est de la sensibilisation, il faut vraiment parler aux gens des risques et de comment ça peut passer, quoi. Après, pour l'instant, on n'a pas de valeur sûre sur si le matériel a séché, est-ce qu'il est bien neutre de sport. Moi, dans l'absolu, je désinfecte tout parce que je veux éliminer ce risque-là. Oui, oui, oui. Mais c'est pas forcément évident dans toutes les situations. Merci beaucoup Théo. Vous aurez l'occasion de